VPLP, au départ, c'est un simple sigle, celui de Van Peteghem Loriot-Prévost, rassemblant les patronymes des deux fondateurs qui lancent leur cabinet, pas encore trentenaire, en 1983. 4 décennies plus tard, c'est l'une des plus grosses agences d'architecture navale, forte de 40 salariés, architectes, ingénieurs, designers. Née de la compétition, où elle a remporté toutes les courses, ou presque, l'agence s'est diversifiée dès le début dans la croisière, puis dans le maritime, jusqu'à concevoir un roulier de 120 mètres de long doté d'ailes rigides, canopées, lancé en 2023. En 40 ans, ces 3 pôles d'activité ont produit plus de 200 plans, soit plus de 7000 bateaux dessinés par VPLP, qui naviguent partout dans le monde. Dans ce podcast en 6 épisodes, lancé à l'occasion de son 40e anniversaire, nous retraçons les grandes étapes de la saga VPLP, en compagnie de ceux qui la vivent aujourd'hui. Depuis la passion du multicoque des débuts, qui imprègne toujours l'équipe, jusqu'aux innovations dans la propulsion décarbonée, désormais marque de fabrique de l'agence. Bienvenue à bord de VPLP Design, 40 ans d'architecture navale, un podcast de VPLP produit par Tip & Shaft Studio. Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast sur les 40 ans d'architecture navale avec VPLP, l'agence qui fête justement ses 40 ans. Et pour ce deuxième épisode, on est avec Mathias Morios, qui est architecte associé chez VPLP. Salut Mathias. Bonjour Pierre-Yves. Alors avec toi, on va parler de croisière, parce que VPLP, s'il y a un ADN de course depuis les débuts de l'agence, il y a très très vite je sais pas si on peut appeler ça comme ça, un deuxième ADN, en tout cas un deuxième pied, qui est la croisière, qui vient très vite. Et comme vous le savez, on prend à chaque fois une petite date prétexte pour chacun de ces épisodes. Et là, on a pris une date qui est celle de 1999 et le lancement du Lagoon 380, qui est donc un catamaran de croisière. Mais avant qu'on s'attaque à 99, Mathias, est-ce que tu pourrais peut-être juste nous raconter à quel moment la croisière arrive chez VPLP? Parce que tout de suite, très très vite après les premiers bateaux de course, 83, 84, très très vite dans les années qui suivent, il y a du bateau de croisière qui arrive. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu dans quelles circonstances qui arrivent? Et toi, je crois que tu arrives pas très très longtemps après ce moment-là dans l'agence. Oui, bonjour Pierre-Yves. Bah, écoute, moi j'arrive quand même quelques années après. La date un peu clé au moment où effectivement VPLP met sérieusement un pied dans le domaine de la croisière, c'est avec le Lagoon 55, et ça se situe en 1987. D'accord. Et toi, tu arrives à quelle année? Moi j'arrive en 2000. Voilà, En comme 2000. Ah oui, Xavier pardon. d'ailleurs. Ah oui, Ouais. d'accord. Exactement. Pardon, excuse-moi. Donc, non, pas de Et alors, problème. et alors, dis-nous un petit peu dans quel. Par contre, tu dois connaître un petit peu l'histoire. Et dis-nous qu'est-ce qui fait que l'agence aussi vite se lance dans la croisière, parce que c'est logique quand on est des spécialistes du multicoque de course d'aller très très vite dans le multicoque de croisière. Bah, ça devient, enfin, c'est un peu une évidence pour nous, dans le sens où en tous les cas pour VPLP, enfin pour Marc et Vincent. Alors il y a un concours de circonstances effectivement autour de ce Lagoon 55 à l'époque, mais le kata ou le catamaran, la plateforme catamaran est effectivement une évidence pour la croisière. Donc il y a le confort en termes de confort, d'espace et également de performance. Le confort, s'agite pas. L'espace, c'est large. On est de plein pied, on descend pas à la cave comme dans un monocoque. Et les performances, parce que c'est des bateaux qui ont moins de résistance et qui effectivement ont des vitesses de croisière, de performances relativement plutôt correctes pour des bateaux de croisière. Donc voilà. Et alors, le Lagoon, c'est une vraie saga, hein. Il y a Exactement. plusieurs milliers de lagoons qui naviguent sur toutes les mers du monde, qui sont signés VPLP. Pourquoi est-ce que tu as choisi le Lagoon 380 et la date de 1999? Qu'est-ce qui se passe, outre le fait donc que tu arrives un peu à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans la saga VPLP, dans la saga Lagoon, pour que ce bateau-là soit si particulier? Écoute, ce bateau-là a été longuement, ou l'est toujours d'ailleurs, si particulier dans le sens où ça a vraiment été un best-seller, alors qui depuis a été battu entre guillemets, mais c'est un bateau qui a été produit à environ de mémoire 850 exemplaires, ce qui est absolument phénoménal. Et c'est vrai que encore aujourd'hui, on croise des Lagoon 380 un petit peu partout, quoi. Ça me fait toujours rire, mais ce qui est plutôt sympathique. Et qu'est-ce qu'il avait comme spécificité pour être ce best-seller?
Écoute, c'est un bateau qui a été bien pensé, qui, industriellement parlant, faisait du sens également, en termes de fabrication, voilà, et qui avait un agencement des rapports de vie intérieure et vie extérieure bien proportionnés. C'était l'entrée de gamme, donc c'était le plus petit bateau de la gamme. Voilà, donc et un bateau qui marche bien. Voilà, donc effectivement, les ventes ont, ça a été un succès quoi. C'est moins qu'on puisse dire. Et c'était quoi, et c'est quoi en la matière, en matière de multicoque de croisière, c'était quoi c'est quoi la touche VPLP à ce moment-là qui fait que c'était des katas qui accrochaient les clients comme ça? Je crois que c'est vous qui introduisez les Le vert, hublots, les hublots verticaux. oui, Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est une révolution à l'époque, hein. On va tout expliquer, hein, à juste fait, les hublots de la cabine qui jusque-là sont inclinés pour faire un peu aéro, exactement. quoi. Ils deviennent droits et donc ça change beaucoup de choses. Effectivement, qui sont inclinés comme sur, donc si on revient en arrière sur le Lagoon 55, hein, par exemple, et les modèles suivants. Puis se pose la problématique de l'effet de serre à l'intérieur de la cabine, donc du roof, et notamment, et donc l'introduction des rayons via ces vitrages inclinés. Et donc Il y a trop de soleil qui rentre, il problématique, fait trop chaud, quoi, hein, c'est il y ça, a hein? trop de soleil qui rentre, il fait trop chaud, les gens vivent avec des bâches pour se protéger du soleil, donc du coup on perd toute une partie des bénéfices d'être sur une plateforme catamaran, à savoir la vision à 360 degrés, c'est un peu dommage. Et donc on dessine des vitrages verticaux, effectivement, et ça c'est vraiment un marqueur dans cette nouvelle génération de Lagoon. Voilà. Et ça a l'avantage du coup, mettre un peu à l'abri du soleil et puis offrir une vue, très panoramique, quoi, hein? Exactement, et de gagner de l'espace également, puisque il n'y a pas d'inclinaison, donc on a de la hauteur sous barreau euh, en abord de la fenêtre, quoi. Voilà. Alors que quand on, ouais, Et à partir il y a- de ce LG 380, tous les catamarans que vous proposerez auront ce type de vitrage, quoi? alors pas tous les catamarans, mais tous les catamarans de la gamme Lagoon en tout cas. De la gamme Oui, Lagoon, bien sûr, ouais. bien sûr, OK, tout à fait. parce qu'on va y venir plus tard. Il y a pas que Lagoon dans la partie croisière. On va y venir juste après, mais je voudrais avant peut-être que tu nous expliques un petit peu c'est quoi un peu la question que je te posais juste avant, c'est quoi la touche VPLP? C'est quoi votre regard justement sur la croisière? Alors qu'au départ, encore une fois, et puis parce qu'il y a encore un ADN course qui est très présent encore dans l'agence. Je crois que vous, votre truc, c'est que vous partez d'abord et avant tout de l'usage que les croisiéristes, si on peut les appeler comme ça, vont faire du bateau, Mhm. c'est ça? C'est votre manière d'analyser un projet à chaque fois? Exactement. Quel que soit le bateau de croisière d'ailleurs, hein, qu'il soit pour une marque, un chantier, que- ou pour un client particulier. C'est comment est-ce que le bateau va être utilisé, dans quelles conditions, par qui, et c'est à partir de là, donc du cahier des charges, hein, finalement, et de l'analyse de ce cahier des charges, qu'on apporte des réponses architecturales, effectivement. Et alors du coup, ça implique quoi? Ça implique, un travail de définition qui est du cahier des charges qui est plus important qu'ailleurs, une écoute des besoins des clients, qui est très, très forte. Du coup, c'est quoi le savoir-faire en la matière? Oui, en effet, c'est d'être, il y a, tout en phase préliminaire, enfin, j'ai envie de dire avant de commencer à lever enfin de commencer à dessiner, de poser des questions, d'écouter le client, quel qu'il soit, encore une fois, hein, que ce soit un chantier ou un propriétaire, un particulier. Comment est-ce qu'il vit, où est-ce qu'il va naviguer, comment est-ce qu'il vit le bateau, quel est par exemple, le parcours d'une journée type à bord pour le client. Alors bon, quand c'est
un particulier qui est avec sa famille, tout le monde a ses habitudes. Pour des bateaux de location, c'est encore autre chose. Et voilà, c'est de poser les bonnes questions, de laisser parler les gens, et de là en découle effectivement un cahier des charges. Et ces manières de vivre la croisière, tout au long de ta longue carrière chez les PLP, tu les as vues, ces manières de vivre le bateau, tu les as vues beaucoup changer? Oui, c'est vrai que on peut dire qu'aujourd'hui, le niveau de confort requis est plus élevé, quoi, qu'à l'époque, en tous les cas, qu'à la fin des années 80, par exemple, hein, si on remonte un petit peu. Donc ça veut C'est dire clair des que couchettes plus larges, plus d'électroménager, donc des bateaux plus lourds, etc., etc. effectivement, des couchettes plus larges, plus de hauteur sous barreau, et plus d'équipement, et effectivement des annexes plus grandes, donc plus lourdes. Et on voit que certains de ces bateaux de croisière, ou certains bateaux de croisière, hein, ont pris un peu d'embonpoint. Voilà. Et donc, j'allais dire toute la difficulté, c'est pas, mais c'est de travailler autour de ça, tout en maintenant quand même des performances raisonnables, et de faire en sorte que les bateaux soient toujours marins, surtout. Et c'est la principale contrainte dans le métier d'architecte naval qui travaille sur des multicoques de croisière aujourd'hui? C'est justement Oui, d'arriver à marier ces deux choses-là? oui, en effet, ouais. Oui, oui. C'est pas un exercice toujours facile, hein. J'aime pas, enfin, pas forcément le terme compromis, mais oui, c'est voilà. Pourquoi t'aimes pas le terme compromis? Pourtant c'est plutôt beau, c'est exactement ça, c'est d'arriver à garder le plaisir de la voile tout en augmentant le confort. Oui, oui, oui. Ouais, non, non, mais quand je dis j'aime pas le terme compromis, dans le sens voilà, négatif du terme, c'est pas mettre une croix. Il faut pas, comment dire, je reviens encore au client, qui est le point de départ et le centre de la conception d'un kata de croisière. Il faut pas le frustrer non plus. Voilà. Euh, c'est euh, Ah oui, c'est une à question faire trop de compromis, on risque de le ben, c'est frustrer sur ça, et sur tous les compartiments, en d'accord. fait, c'est plutôt, mais d'ailleurs comme dans la conception d'un bateau en général, et même de course, c'est où placer les priorités. Voilà, il s'agit plus de ça, on va dire. D'accord. Et ces priorités-là, tu les as vues évoluer donc aussi tout au fil des gammes que tu construisais, au fil des exemplaires de bateaux qui se succédaient. Tu as vu ces Mhm. priorités un petit peu évoluer? Oui, en effet, oui. Encore une fois, euh, je crois que globalement les éléments de confort ont évolué, et dans le sens bah, du plus, quoi. Voilà. Plus de confort. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est on sait que beaucoup de ces bateaux sont destinés à la location, hein, qui est l'un des gros clients des gammes de catamarans de croisière. Je crois que c'est le cas aussi pour Lagoon, hein, tu me corriges si je me trompe. Du coup, on a aussi affaire à des plaisanciers qui ne sont pas forcément des experts de la manœuvre, des marins aguerris. Est-ce que ça, c'est une contrainte qui est forte aujourd'hui quand on dessine un catamaran de croisière? C'est-à-dire qu'en termes de manipulation et d'usage du bateau, on doit simplifier, rendre les choses assez ergonomiques, et il y a un gros boulot qui est mené de ce côté-là? Ah, tout à fait. En tous les cas, pour les marques, comme tu viens de l'évoquer, dont certains modèles sont très prisés auprès des loueurs. Donc, ce sont des bateaux qui se retrouvent en location à la cabine, ou pas d'ailleurs. Les gens qui louent le bateau en entier sont pas forcément des gens qui savent faire de la voile, ou en tous les cas pour lesquels euh, ben la voile c'est pas évident, c'est compliqué, enfin c'est rébarbatif, il y a des ficelles partout, et du coup ils se retrouvent à ne pas naviguer à la voile, et ça
en se baladant sur ces lieux-là l'été en Méditerranée, où il y a toutes ces grosses bases de location, je le vois régulièrement chaque été. Les gens sont au moteur. Et donc, en effet, je pense qu'un des axes de développement pour ces bateaux-là, notamment, mais globalement, c'est de rendre la navigation à la voile la plus accessible au plus grand nombre. Et donc, ça passe par une simplification du propulseur vélique et éolien, on va dire. Voilà. Donc des gréements assez simples, beaucoup d'enrouleurs, des circuits d'écoute faciles à comprendre, etc. Des plans de pont assez simplifiés. Des plans de pont simplifiés, beaucoup d'enrouleurs, pourquoi pas des ailes rigides, voilà. Donc ça, je pense que c'est un axe de développement super important. Alors c'est vrai pour les bateaux de loc, mais pas que, quoi. L'aile rigide, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle est relativement simple d'usage. Elle peut monter toute seule sur le mât, elle peut s'ariser automatiquement, elle peut se régler automatiquement. Elle permet de faire beaucoup de choses. Paradoxalement, elle est encore plus simple qu'une grand voile normale, entre guillemets, quoi. Exactement, et encore plus simple même qu'une grand voile à enrouleur. Voilà. Tout en étant très efficace. Tout en étant très efficace. Alors, bon, les gréements ou les plans de voilure simplifiés pour la croisière, je pense notamment à tout ce qui est grand voile à enrouleur, n'ont certainement pas les mêmes performances, la même efficacité que un plan de voilure classique. Mais ce qui est important, c'est que les gens naviguent à la voile. Et cette clientèle-là, ces gens-là, ils sont pas à aller chercher le demi-nœud ou le nœud supplémentaire. C'est pas ça qui est important. Voilà. Cette clientèle-là, elle existera toujours. Ce qu'on appelle les puristes de la voile et qui aiment voilà, régler leur voile, gagner le demi-nœud, faire du prêt, se faire plaisir, faire du prêt, barrer, prendre un riz. Ça, je dis pas qu'on va remplacer mais cette clientèle-là, elle restera, elle existera toujours, bien sûr. Et puis elle a des produits peut-être un peu plus spécifiques. On va y venir juste après. Un dernier petit mot sur les lagunes. Hein, quand on disait que c'était une saga, donc ça existe depuis quasiment 40 ans et au total il y a plus de 7000 bateaux. Et il y a des modèles. Je crois vous avez maintenant des modèles à moteur aussi. Il y a des lagunes à moteur, uniquement moteur, sans gréement. Donc on voit que la gamme est très très large. Juste peut-être que tu puisses nous éclairer. Est-ce qu'il y a dans toute cette saga Lagoon, on a vu un peu comme moment clé, le passage aux hublots verticaux. Est-ce qu'il y a d'autres innovations qui sont nées sur les lagoons et qui ont un peu marqué leur époque? Je crois qu'à un moment il y a eu le cockpit de plein pied, hein, c'est-à-dire que le carré se prolonge naturellement dans le cockpit avec juste une porte, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, une porte ou un panneau pour les katas dans les pays chauds. Enfin, il y a eu quand même comme ça des innovations assez importantes. Hein. Oui, tout à fait. Alors déjà, je rebondis sur la saga Lagoon, effectivement, et c'est assez marrant parce que Lagoon fête également ses 40 ans en 2024. Voilà. Ça, c'était une petite parenthèse et je crois effectivement qu'il y a plus de 7000 bateaux qui ont été construits jusqu'à présent. Oui, ce à quoi tu fais allusion, c'est effectivement ce qu'on appelle la baie vitrée qui sépare l'intérieur de l'extérieur et ce plein pied. Et ça se voit depuis quelques modèles, mais également sur les modèles à venir ou en cours, où cette ouverture et cette fluidité entre l'espace intérieur et l'espace extérieur est agrandie et on vit entre les deux, et il y a même certains modèles où l'intérieur physiquement se prolonge à l'extérieur ou vice versa d'ailleurs. Et puis il y a plus de frontières, quoi. Ouais, c'est ça. En tous les cas, cette frontière peut être en partie effacée.
et l'introduction aussi de plein pied vers l'avant. Alors souvent sur des modèles un peu plus grands de taille, où le carré intérieur se prolonge vers l'avant en cockpit avant extérieur, voilà, et également de plein pied. Et donc on a cette espèce de longue perspective d'avant en arrière. Je prends pour exemple, si on peut se permettre d'en donner un, le dernier Lagoon 60. Voilà. Très bien. Alors, chez les PLP, vous n'avez pas fait que des lagoons. Vous ne faites pas que des lagoons. Il y a d'autres katas, notamment vous faites des outre-mer et vous faites des gunboats. Alors là, c'est vraiment des choses complètement différentes. Tu peux nous en dire un petit mot parce que ça fait aussi, c'est des marqueurs importants de la saga VPLP justement. Oui, en effet, on travaille également pour d'autres marques de bateaux de croisière faits en série. Qui sont plus des chantiers de niche, mais quand même. Donc on travaille pour Outre-mer. On a commencé en 2012 avec la mise à l'eau de l'Outre-mer 5X, qui est un catamaran de 59 pieds. Et depuis, on a fait l'Outre-mer 55, l'Outre-mer 52, et on travaille sur des nouveaux projets avec eux. Et également la marque Gunboat, qui fait partie du même groupe par ailleurs, qui sont des bateaux de croisière très performants. C'est encore un autre domaine, et qui sont presque un peu à la croisée entre la course et voilà. Il y a certains modèles de gunboat, ouais, voilà, il y a même certains modèles de gunboat qui sont plus racer que cruiser, d'autres plus cruiser que racer. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? En gros, c'est les technos de la course appliqués à la croisière sportive, quoi, Voilà, pour exactement. résumer un peu grossièrement, quoi. Tout à fait. C'est des bateaux tout en carbone qui sont fabriqués à l'unité. Hein. C'est pas je crois qu'il y en a eu quatre ou 5 de Ah non, construits. il y en Non, a mais eu depuis plusieurs, que mais depuis que vous les dessinez. Ou peut-être que tu je parles pense de à un seul. modèle. Ouais, tout à fait. Oui, il y a effectivement trois modèles différents. Voilà. Après, il y a eu il y a eu un certain nombre d'unités qui ont été produites entre 68 pieds, 72 pieds et 80 pieds. Voilà. Voilà, c'est des bateaux de luxe. Hein. Oui, ce Ça n'est sont pas le des bateaux de volume. luxe. Ça n'est pas le volume des lagoons, quoi, en termes de production. Hein. Non, absolument pas. Absolument pas. Et Outre-mer, un dernier petit mot sur Outre-mer aussi. C'est un segment une croisière un peu plus rapide que Lagoon. Comment Oui, tu le positionnes par rapport à. Outre-mer, ce sont des bateaux de voyage. C'est des gens qui ont un projet de vie, euh, soit sur 2-3 ans ou plus que ça, de voyage à la voile, euh, et qui sont des voileux, tout simplement. Donc effectivement, ce sont des bateaux qui sont euh, plus axés voile qu'un lagoon, hein, certainement. Ces bateaux à dérive. Alors c'est pas des gunboats, hein, absolument pas. C'est des bateaux qui restent en verre, mais qui ont aussi des éléments structurels en carbone, qui ont des volumes habitables tout à fait honorables, mais qui ne sont pas aussi importants que sur les lagoons. Voilà. Donc, on a fait donc ces trois modèles pour eux, et ce que je disais, c'est qu'on est en train de travailler sur des nouveaux modèles pour cette marque, ce chantier. Très bien. Dernier petit mot. On a compris que dans l'histoire de l'agence et de VPLP, on comprend le poids de la course. Toi qui travailles sur toute la partie croisière, est-ce que tu utilises une partie des outils que tes petits camarades du département course, si on peut parler comme dans le cyclisme, utilisent tous les jours? Est-ce qu'il y a des allers-retours avec les gens qui s'occupent de la course, le pôle course de chez VPLP? Tout à fait, bien sûr. Toute une partie ou une partie des ingénieurs
qui sont plutôt physiquement basés à Vannes et qui travaillent énormément sur les bateaux de course, travaillent également sur les bateaux de croisière. Quelle que soit la marque, d'ailleurs, il y a des études CFD, c'est-à-dire de bassin de carène numérique, pour la faire simple, qui sont faites parce que justement on a une problématique où on va aller chercher beaucoup de volume dans le flotteur, mais sans abîmer, sans détériorer, les œuvres vives, donc la partie immergée de la carène. Donc on va introduire des formes un petit peu particulières au-dessus de la flottaison. On va vouloir vérifier ça en bassin de carène numérique. Il y a également des transferts qui sont faits autour des plans de voilure, des choses comme ça. Et donc la croisière, oui, bien entendu, se nourrit de l'expérience ou de ce qui est fait en course, d'une part, et ce sont les mêmes ingénieurs qui travaillent sur les plateformes de bateaux de course, qui travaillent également sur les projets croisières. Il y a la perf et il y a également la structure. Voilà. Très bien. Eh ben, écoute, Mathias, merci beaucoup. Je crois qu'on se retrouve pour un autre épisode qui sera consacré plutôt à toute la partie supérieure, parce qu'il y a aussi des bateaux de croisière, mais à l'unité. Vous faites ça aussi chez VPLP. On s'y retrouvera avec Quentin Lucet dans un prochain épisode. Merci Mathias, à bientôt. À bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de VPLP Design 40 ans d'architecture navale. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'agence et sur ses projets, toutes les infos sont sur vplp.fr. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter et à la page LinkedIn de VPLP pour suivre son actu.